On va commencer par le côté patrimoine, les savoir-faire anciens, toute la partie historique, les techniques de constructives qui se modernisent avec quelques exemples locaux de réalisation ou de projet, et le côté structuration de la filière locale. Donc, le Gers regroupe des conditions climatiques et géographiques particulières qui sont à l'origine de ce patrimoine bâti en terre crue et de traditions constructives liées à la terre. Donc ça a très bien été présenté tout à l'heure, mais également hier par Alain Klein. Donc en cela, il y a un lien immédiat entre le sol et le bâtiment qu'il porte, car sur la partie gersoise, nous avons effectivement beaucoup de coteaux avec des sols très argileux qui permettent ces techniques constructives à la terre. La variabilité des terroirs permet une diversité des mises en œuvre de la terre, que ce soit le pisé avec nos petits terroirs de la Starac au Madiranais, la BTC ou de la Daube sur toute la partie du Gers et avec une partie forte sur la Starac, le Torchis sur l'ensemble du département et même un petit peu de Vosges vers le Manurin. De par cet héritage patrimonial fort, il y a un réseau associatif et professionnel qui est assez ancien, de valorisation des métiers et techniques de la construction écologique, dont la terre fait partie. Des acteurs majeurs pour informer, sensibiliser, sont présents sur le département. Donc Gérard Rubias avait commencé avec différentes initiatives, alors en tant qu'ancien paysan, puis maçon terre crue, et après avec des débuts de formation courte, que ce soit pour les autoconstructeurs ou pour les artisans. Ensuite, le côté associatif avec le collectif au pied du mur, l'association Terre et Terre et Maison Paysanne de France. De là, quelques créations d'outils pédagogiques, également avec le collectif au pied du mur, et avec le CAUE, avec une exposition et des livres. D'un point de vue des techniques, la mise en œuvre de la terre crue nécessite beaucoup de main-d'œuvre, on l'a vu, c'est plutôt un côté positif, comme ça a été présenté hier. Mais de nos jours, malgré tout, que ce soit pour alléger les coûts ou l'homme, des outils allègent la manutention pour la mise en œuvre de la construction. Donc avec les pilotes automatiques pour, par exemple, le pisé, les presses ou les machines à nuire. Mais le développement et la pérennité d'une filière, on est assuré que si elle a des débouchés, ça a bien été dit je crois à l'instant, et ce n'est qu'avec une réelle demande de la part de la maîtrise d'ouvrage, soit des particuliers ou des collectivités, que la terre crue verra son avenir confirmé. Et je crois que ce qu'on vient de voir avec ce territoire, avec ce pays qui vient d'être présenté, c'est un point important. Nous, sur le Gers, il y a 4 pays qui sont sur ce territoire-là, sur ce département. Nous, on est installé l'association sur un pays qui s'appelle le pays du Val d'Adour, et on s'aperçoit que pour qu'une filière puisse se mettre en place, c'est jouer aussi sur ces territoires de projet qui peuvent permettre à leur échelle de mettre en place des documents d'urbanisme, des chartes paysagères et architecturales, et à l'intérieur de ces projets, je crois qu'on a des portes d'entrée pour faire en sorte, par exemple, qu'un bâtiment public ne puisse pas être restauré si il contient par exemple de la terre crue avec des matériaux que l'on sait qu'il ne faut pas mettre dessus, parce que là, systématiquement, chaque projet va passer par ces étapes territoriales. Donc si on a mis en place des outils qui permettent de limiter certaines actions qui vont être néfastes, par exemple pour le patrimoine, mais à ce niveau-là, à cette échéance-là, on a une porte d'entrée qui nous permet de limiter déjà certains dégâts et d'avoir une porte d'action directe et quasiment immédiate, quoi.
Donc ça, c'est les premiers. Et à l'échelle de ces territoires, je pense qu'il y a d'autres documents d'urbanisme qui sont à venir, tels que les SCOP, qui peuvent permettre et donner des moyens d'action. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il est possible, donc, à travers tout ce qu'on a vu depuis, de construire en terre dans le public comme dans le privé. Et nous, on a deux exemples de projets. Donc un qui est réalisé donc, au sein de l'écocentre Pierre-et-Terre, puisqu'il est sur un terrain qui appartient à une collectivité et c'est un bâtiment public. Et un projet de construction d'une école, quoi. Et je pense que là, en ce sens-là, c'est le côté public, le côté exemplarité qui doit être montré de manière à ce que des lieux comme une réelle utilité puissent servir en même temps de vitrine. Donc pour présenter rapidement ce qui me concerne la partie Pierre-et-Terre, donc l'association et la vie de l'écocentre Pierre-et-Terre est organisée autour de trois fonctions, que ce soit la première en haut qui est la partie information et sensibilisation, la deuxième qui est la partie animation et formation, et une fois qu'on a bien informé, sensibilisé, qu'on a animé et qu'on a formé, on peut aller jusqu'à l'accompagnement de manière à ne pas se retrouver avec un cercle qui n'est pas fermé. Et puis quelques petites publications après, par exemple sur des guides de restauration de maisons gasconnes ou autre. Au sein de la construction de l'écocentre qui se termine dans 2 mois, nous allons utiliser la terre à différents niveaux, que ce soit les enduits, les cloisons ou un mur accumulateur. Au niveau d'un mur accumulateur, nous avons réutilisé la terre des fondations. Et pour montrer aussi que des fois, dans certains cas, malgré que cette terre était peu argileuse et contenait pas mal de limon, on pouvait quand même, parce qu'on avait besoin à un moment donné d'un mur de séparation, mais valoriser, une fois qu'on avait fait une bonne enveloppe, c'est un bâtiment en botte de paille porteuse, à étage, comme je dis, dans un bâtiment public, mais une fois qu'on avait fait notre bonne enveloppe, qu'on était bien isolé, il fallait bien ramener de l'inertie. La terre, elle n'était pas peut-être la meilleure pour faire ce genre de réalisation, mais on l'a fait quand même. Et du coup, on en a profité pour faire quelque chose d'assez simple finalement. C'était valoriser à travers des panneaux solaires thermiques l'énergie du solaire, les 360 mètres de tuyaux qui sont passés au niveau de chaque lit de la réalisation du mur emplisé, de manière à stocker un petit peu d'inertie et de calories. Donc là, on voit, et avec les techniques qui sont modernisées, par exemple, l'utilisation de tuyaux. On en a utilisé aussi au niveau des enduits, donc pour faire des enduits terre avec des volumes et des quantités un peu importantes, notamment qu'on utilise de la grosse boîte de paille porteuse et d'autant plus sur plusieurs niveaux. Et aussi avec le côté mécanisation, de manière à, comme ça a été fait là par l'entreprise, que ce soit au niveau des malaxeurs ou au niveau des machines à induire. Et en associant à chaque fois, comme cela a été dit dans la précédente présentation, le côté animation, de manière à pouvoir permettre aussi au public de découvrir, aux professionnels, que lorsqu'on réalise un bâtiment comme ça qui est public, qui a vocation de découverte, puisque c'est un écocentre qui est ouvert toute la semaine, lorsque les artisans sont là pour réaliser, mais profiter de l'organisation, de la réalisation de journées découvertes, que ce soit sur les parties théoriques ou pratiques, pour que d'autres artisans locaux du secteur puissent venir et se rendre compte des réalisations et de ce qui est possible de faire avec des matériaux comme la terre. Bon, la terre utilisée également au niveau des restes des cloisons, comme par la réalisation d'adobe par exemple. Donc, un autre projet que j'ai cité, c'est le projet de la construction d'une école à énergie positive sur la commune de Saint-Germain, utilisant la terre crue pour des cloisons, pour l'ensemble des cloisons séparatives. Donc c'est pour l'ensemble des qualités qu'on connaît de ce matériau sain, mais ce qui permet donc d'avoir aussi directement, et j'aurais tendance à dire, tout en nous simplifiant les démarches de sensibilisation qu'on a à faire vis-à-vis des autres artisans ou vis-à-vis par exemple des architectes, un matériau sain dans l'environnement immédiat des enfants. Et de par cet environnement immédiat, une sensibilisation directe au quotidien, que ce soit pour les enfants, pour les parents, pour les professeurs et pour l'ensemble du personnel de la communauté éducative, quoi. Avec bien sûr des animations spécifiques à développer lors de la réalisation. Donc ce matériau est souvent utilisé en autoconstruction dans le Gers. Une filière professionnelle s'organise et permet de définir et de diffuser les modèles constructifs de la terre. Donc ça doit se mobiliser avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des artisans, aux architectes, aux briqueteries et aux organismes de formation.
Donc des artisans sur le département qui sont très spécialisés sur la terre crue, on en a recensé 7. On a aussi différents architectes. Là on en a cité 2, mais on sait qu'il y en a d'autres et on est intéressé bien sûr pour à chaque fois agrandir notre inventaire de l'ensemble des acteurs spécialisés dans cette thématique-là. Concernant l'extraction et le façonnage de la terre dans le département, il peut être réalisé on peut dire, de manière artisanale et assez ancienne, comme je l'ai cité avec notamment Gérard Vives et sa structure Caltera, mais aussi avec des projets plus récents comme celui notamment des briques argileux.